Eh ben, dites donc, on dirait qu'il est l'heure. Bonsoir à tous, enfin, comme d'habitude, à tous, sachant que pour le moment, on est donc 3 sur YouTube et 2 sur Twitch. Donc ça fait tout de suite pas grand monde, mais en tout cas, bonsoir à ceux qui sont déjà là. Bonsoir à vous. Alors là, j'ai pas encore. Je suis un petit peu à la méga turbo bourre. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Je suis en train de faire des bêtises. Voilà, Festra qui est activé, c'est mieux. Eh bien, on a Axel et Alizia. Oui, salut les filles. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est cool de vous avoir ici. C'est con en fait, hier si vous aviez pu venir, enfin hier, la semaine passée, donc hier semaine, voilà, bref. La semaine passée, si vous aviez pu venir, on aurait pu discuter de choses assez intéressantes, à savoir le départ de mes nouvelles activités sur la fiction, hein, sur Erdorin Chronique de l'Arbre Monde. J'aurais pu vous montrer que haha, j'ai fait des choses. Bon, pas énormément, ça, certes, mais j'ai commencé à faire des choses. Oui, vous avez raté les précédents, c'est dommage. Bastien Lopez, bonsoir, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Donc cette fois-ci, on repart sur un environnement un peu plus familier. L'hôtel surprenamment a plutôt bien marché. Il y a eu quelques soucis techniques avec la caméra qui a bloqué de temps en temps. Lors des deux streams d'ailleurs, celui de jeudi et celui de vendredi. Je ne sais pas encore exactement à quoi c'est dû. Alors j'espère que ça va pas me refaire le coup ici, mais c'est assez curieux parce que cette même caméra, c'est la caméra que j'emploie quand je passe à cet écran-là. On est d'accord que c'est la même caméra que j'avais utilisée déjà un certain nombre de fois sur les directs précédents, et ben ça avait plutôt bien marché. D'ailleurs, il me demande un truc, est-ce que ça fonctionne ce que j'ai fait ici? Ah ben non, parce que j'ai fait pause, oui, je suis con. Parce que maintenant, haha, il va y avoir de la musique de fond. J'ai fait un petit peu de nettoyage dans mes, enfin nettoyage, pas vraiment de nettoyage, mais j'ai fait un petit peu de recherche dans mes trucs et puis j'ai trouvé des choses qui étaient en licence Creative Commons. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant mettre une petite musique de fond, comme ça va être assez léger, hein, parce que de toute façon, c'est pas des choses qui vont faire beaucoup de bruit. Alors, oui, alors le son venant de Word, t'es gentil, mais non. Alors c'est juste non, ça se modernise, oui, alors c'est... Tonton Alias découvre le scream, oui aussi le scream, enfin surtout le stream 10 ans après tout le monde. Ça c'est un petit peu... voilà, donc... bah, alors c'est marrant parce que c'est pas si évident que ça quand on utilise un truc comme OBS, typiquement. Autant j'ai trouvé un moyen de faire un diaporama avec des images, autant faire une sorte de playlist audio avec des fichiers MP3 que j'ai déjà, bah c'est un poil plus compliqué. En fait, j'ai dû reprendre tous les fichiers MP3 que j'avais, enfin c'était même pas des MP3, c'est un format de fichier en lossless, c'est du ALAC. Bref, donc j'ai dû reprendre tous ces fichiers, je les ai mis dans Premiere Pro, le logiciel de montage vidéo, qui fait aussi du montage audio. Et puis bah, j'en ai fait un fichier MP3, et c'est ça en fait qui joue en arrière-plan, enfin en fond. Alors normalement vous devriez pas entendre grand chose, parce que j'ai quand même foutu un méchant cut à 25 dB dessus. D'ailleurs je sais pas déjà, d'une part est-ce que vous entendez la musique, et d'autre part est-ce que c'est pas trop fort? Parce que j'avais essayé à -20 et ça me paraissait un peu plus fort que normal. Du coup, bah, je me suis dit, boum, on va passer ça à -25. Donc là, ça devrait être un peu plus calme. Voilà, ça va très bien. Ben, merci. Voilà. Donc je mettrai la référence dans la description de la vidéo. C'est un groupe qui s'appelle Isma, qui fait du post-metal metal progressif instrumental. C'est un album qui s'appelle Memoirs in Monochrome, il date de 2017. Donc, je vous mettrai le lien bien évidemment. Histoire que ce soit clair. Et Alizia est également sur Twitch. Histoire de faire masse. De faire foule. Voilà, alors, là je suis un petit peu
en train de déstresser parce qu'on a eu pas mal d'activités à la maison qui se sont terminées beaucoup plus tard que je ne le pensais. Je pensais pouvoir manger tranquillement à 7h30 comme d'habitude et pour finir, je me suis retrouvé à 20h25 à devoir sortir des grignoteries pour pouvoir commencer à envisager le stream autrement que l'estomac vide, ce qui aurait été un petit peu désagréable. Voilà, ici. Voilà, alors, depuis la dernière fois, alors j'avais un petit peu travaillé sur la Deuxième Guerre stellaire. Je me suis remis là d'ailleurs sur ce... non, ça serait bien si je pouvais pas afficher le bon truc. Voilà. En plus, j'ai une configuration qui est assez cool parce que ça me permet d'avoir Word à l'avant-plan, mais d'avoir également OBS à l'arrière-plan, et donc du coup de voir s'il y a des commentaires qui pop. Ça, c'est très bien. Voilà, donc j'avais déjà retravaillé pas mal la Deuxième Guerre stellaire. On avait discuté de la question du gros vaisseau. En fait, j'ai rajouté sur la partie deuxième couche. On s'était arrêté plus ou moins là parce que je m'étais dit qu'en fait il fallait que je retravaille un petit peu cette partie pour expliquer un petit peu en fait un truc qui n'est pas vraiment expliqué dans l'univers, enfin dans toutes les parties Erdorin, mais qui est en fait assez évident quand on regarde un petit peu comment fonctionne la Fédération des Hautes-Terres, et c'est là en fait où ils mettent en place le truc. C'est que quand ils font des invasions de planètes, comme ils vont le faire sur d'autres planètes, notamment Trian, en fait, ils vont pas y aller à blanc, quoi. Ils vont pas y aller non plus sans préparation. Et notamment, ce qu'ils font, c'est que généralement, ils vont soit prendre langue, soit carrément fomenter des organisations politiques qui vont dans leur sens. Et puis utiliser s'il y a des systèmes un peu répressifs contre ces organisations, dire ouin ouin, on nous a volé notre élection et puis on va aller aider nos chers amis. Et voilà. Donc là, ce qu'ils ont fait sur Alt, c'est un petit peu ça. C'est effectivement dans un premier temps, ils sont allés un petit peu à sec. On va envahir la planète avec les primitifs. Ah c'est bizarre, les primitifs ils font 2,70 m de haut et ils nous tapent dessus avec des fusils lourds. Bon, c'est un petit peu ennuyeux. Et puis en fait ce qu'ils vont faire assez rapidement, c'est qu'ils vont en fait s'allier avec certains clans qui sont raisonnablement réceptifs à leurs idées et qui sont souvent des clans qui sont minoritaires, qui sont parfois minorisés pour tout un tas de raisons. Et ils vont arriver, et alors politique américaine extérieure, mais la version qui fonctionne. Alors, ouais, c'est pas... Oui, il y a un petit peu de ça, la musique est un peu trop forte. Ok, je vais baisser le truc. On va aller là-dessus, on va faire, hop, filtre. Donc le gain, il était à moins 25, on va le descendre à moins 30. Voilà. Ouf, fermé. Tac. Alors, normalement, ça devrait avoir baissé. Dites-moi si c'est le cas. Et désolé, je tâtonne encore avec ce système. Aux magouilles américaines des US dans les années 80. Alors oui, tu peux aussi penser au Chili aussi. Au Chili, typiquement, où il y avait une opposition de droite à Salvador Allende, qui était extrêmement virulente, et c'est pour répondre, c'est grosso modo pour appuyer cette opposition qui sont intervenus grosso modo militairement, et pas vraiment militairement, mais enfin où ils ont vraiment soutenu le coup d'État de Pinochet. Et dans le cas de Alt, ils vont aller chercher des clans qui sont minorisés, Reagan et le multilibéralisme. Oui, il y a de ça. C'est vraiment le truc, c'est que on va s'appuyer sur des régimes amis. Si besoin est, on va les créer. En utilisant justement le fait que tu as toujours des populations qui se sentent minorisées, à tort ou à raison. Il peut très bien y avoir
effectivement des coins dans lesquels il y a une certaine partie de la population qui est mal vue, mal perçue, et ils vont s'appuyer là-dessus pour dire oui, mais vous savez que nous, en Fédération des Hautes-Terres, on est très égalitaires. Bon, sauf si vous êtes mutant, mais ça, c'est un autre problème. Ah là, c'est un truc de terrien, ça ne vous concerne pas. Voilà, et donc, du coup, la partie deuxième couche, donc, qu'on poursuit sur colonisation, commence à... Et surtout commence... Alors là, c'est pas été entièrement fini. Commence à mettre en place les éléments de leur future stratégie qui implique de s'appuyer sur des autochtones, ici des tribus mineures qui voient d'un assez bon œil de devenir des acteurs majeurs. En face, ces tribus talvaries hostiles reçoivent le renfort d'éléments du RPF et tout le monde se tape dessus avec une certaine forme d'enthousiasme. Certains ethnologues prétendront plus tard que le conflit a été ritualisé, ce qui est probablement un peu exagéré, mais seulement un peu. Sache aussi qu'il y a un ajout assez récent. En 2130, les Talvaris ont tendance à ritualiser un petit peu tout et n'importe quoi, donc c'est pas complètement déconnant en fait quand on y pense. Donc 2131, Fédération réintègre le Kepnes. Quelques mois plus tard, ils reviennent avec des gros renforts. Et là, j'ai quand même là encore sabré pas mal de choses. Donc, un énorme vaisseau qui rivalise avec les Battlestar Eldarin, 2,5 millions de tonnes, 1500 mètres de long. Kepnes excuse la Fédération des Terres, la Fédération ignore les menaces à peine voilées de diverses nations, comme d'habitude elle a tort. Et en fait, le truc est un petit peu plus tard... c'est qu'une des raisons pour lesquelles la Fédération des Hautes-Terres jette l'éponge, c'est que la construction du Gabriel Fort lui a coûté une quantité de ressources pas raisonnable, et une raison pour laquelle plus personne dans la sphère ne construit plus de vaisseaux géants, l'efficacité de tel engin, sans être nul, est très discutable. Et on a Victor Dupire qui vient d'arriver. Bonsoir à toi Victor, merci d'être passé. Je regarde un petit peu si j'ai raté personne. Non, à première vue, c'est un petit peu tout ce qu'il y a. Il y a du monde, il y a 5-6 personnes sur YouTube, c'est bien. Voilà, ensuite on passe à la troisième guerre stellaire. Alors il y aura un truc qui sera rajouté aussi dans les c'est plus compliqué que ça, c'est que grosso modo les peuples stellaires, quand tu leur dis deuxième et troisième guerre stellaire, ils ricanent. Parce que pour eux c'est pas vraiment des guerres stellaires, c'est des trucs... Alors les Allemands et les Japonais au XXe siècle auraient pu leur dire oui, mais alors, même avant. Effectivement, c'est ce qu'on discutait. T'étais peut-être pas là la dernière fois. Marrant comme les militaires lisent pas les bouquins d'histoire militaire. Oui, mais ça, si tu veux, le problème, c'est que la question, c'est est-ce que ce sont vraiment les militaires qui ont demandé la construction de ce bidule ? Parce que tu pourrais tout à fait imaginer que c'est soudainement un truc qui a été construit par un comité. Alors, je vais faire une petite digression, mais moi qui m'a toujours beaucoup amusé. On a fait avec mes potes ce que j'appelle le tigre volant canal historique, c'est-à-dire les gens avec lesquels je joue depuis très très longtemps. On avait commencé à faire une sorte de partie très informelle de Château Falkenstein, jeu de rôle steampunk qui a été récemment retraduit en français, très très bonne édition d'ailleurs, je dis pas ça parce que c'est les potes de l'Impa Marteau qui l'ont fait, mais elle est quand même très bonne. Et du coup, ils avaient l'idée de... ils m'ont dit, j'aurais demandé qu'est-ce que vous voulez faire comme truc, ils disaient, on veut voler l'Enterprise. Je dis, pas de problème, je vous fais ça. Donc en gros, je leur ai inventé un sous-marin expérimental. Alors déjà, comme en 1870, un peu tous les sous-marins sont expérimentaux. C'est un petit peu comme dire que le métal est une musique extrême. De toute façon, tout le métal est une musique extrême. Et pour les sous-marins, c'est pareil, c'est ultra expérimental. Et là, le sous-marin... Je m'étais inspiré d'un sous-marin français qui s'appelle le Surcouf, qui a été construit dans les années 30, comme croiseur sous-marin, et qui en fait visiblement a été conçu par un comité qui n'avait pas vraiment d'idée claire sur comment est-ce qu'on construit un sous-marin. Ils ont déjà dit, alors il faudrait qu'on mène un armement principal un peu plus oomfa, donc on va mettre des canons de croiseur dessus, donc 2 canons de calibre 203, une espèce de grosse tourelle à l'avant. Super, génial, bonne idée, on a foutu un canon. Chaque fois qu'ils tiraient les canons, il fallait que ça soit merdhuile et qu'ils tirent tout droit, sinon le machin chavirait. À l'arrière du kiosque, quand ça c'était à l'avant, ils ont foutu les canons. À l'arrière du kiosque, ils ont eu la brillante idée de dire « Ah on va mettre un hydravion ». Alors, un hydravion, c'est super pratique, ça permet de repérer à longue distance les cibles, effectivement, c'est une très bonne idée. Et le problème, c'est que l'hydravion, il était dans un hangar à l'arrière. Tu peux tout à fait... Non, il n'a pas coulé tout seul. C'est un petit peu plus compliqué que ça, visiblement. Enfin, on ne sait pas encore exactement. Mais bref, le hangar à hydravion derrière
Pour sortir l'hydravion, il n'y avait pas de problème, mais ensuite, quand l'hydravion voulait se poser et remonter à bord du sous-marin, c'était pas possible. Donc, ils avaient un hydravion qui marchait qu'une fois. Donc, c'était pas très très pratique. Ils ont rajouté des trucs à la con, ils avaient rajouté, il y avait de la place pour un commando de marine dedans, il y avait un espace aussi pour les marins prisonniers. Si tu fais prisonnier des marins ennemis, bah, tu pouvais les mettre, t'avais quasiment une espèce de prison avec un nombre de places totalement indécent. Bref, c'était le plus gros sous-marin de l'époque. Son efficacité militaire a été pour le moins discutable. Et alors, il a disparu dans des circonstances très particulières, c'est-à-dire qu'il a disparu dans la mer des Caraïbes alors qu'il transportait une partie de l'or de la France. Une des théories, alors quand tu dis qu'il a coulé tout seul, c'est pas tout à fait exact. Une des théories qui existent, on n'a pas encore de théorie définitive là-dessus, mais une théorie, c'est qu'il a été coulé par les Américains qui, voyant un sous-marin dans le coin, n'ayant pas été au courant que le Surcouf allait se balader dans le secteur, se sont dit c'est un sous-marin allemand, et ils ont grenadé le machin. Et on a Cousin Nalesque qui débarque. Bonsoir. Bonsoir, bah, j'espère que ça va bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire samedi passé à Paris. Je regarde, est-ce que... Alors, pour ceux qui connaissent l'Uchronie 1940, la France continue, là, le Surcouf a un destin un peu plus glorieux, en ce sens que il fait pas mal de missions assez marrantes. Il y en a eu, la plus rigolote qu'il fait, c'est qu'il se positionne dans la baie de Tokyo, juste après le raid de Doolittle. Il tire quelques coups de canon, ce qui fait que les Japonais paniquent complètement, pensent que c'est un nouveau raid aérien, balancent des obus anti-aériens dans tous les sens, qui font très peu de dégâts en l'air vu qu'il n'y a personne, mais quand ils retombent, bah, ils font beaucoup plus de dégâts. Et puis bah, du coup le machin est finalement retiré du service en 1944 parce que fondamentalement il servait plus à rien et déjà il servait pas à grand chose avant. Mais voilà, donc le Surcouf survit à la guerre, mais survit pas longtemps plus tard parce que si mes souvenirs sont bons, ils avaient décidé qu'ils allaient le démonter. Et du coup il y a quasiment rien qui survit. Je crois que le kiosque a été récupéré devant une base navale. Donc tout ceci dans l'Uchronie 1940, la France continue, donc pas dans la réalité. Voilà, alors, donc, touk. Donc, là, on prend les mêmes et on recommence la Troisième Guerre mondiale, il faut dire ce qu'il y a, les Highlanders sont des gens têtus, pas forcément très malins, mais têtus. La construction de la 4e flotte Highlander relance l'agacement du Kepnes. Alors, tout le monde pense que c'est nouveau pour régler le problème d'Alt, la communauté, franchement, ignore le problème. Il y a que dans Singularité qu'il y a toujours des pseudo-Battlestars, c'est surtout des porte-vaisseaux, parce qu'il y a en tout 14 vaisseaux hyperluminiques tellement c'est cher. Oui, alors ça, si tu veux, ça c'est le genre de cas dans lequel ça se justifie, c'est parce que peut-être aussi qu'il faut une masse critique pour que tu puisses embarquer la technologie qui te permette d'ouvrir des portails hyperspatiaux, simplement. Hein. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme de penser, un jet faut quand même une certaine taille d'avion pour pouvoir mettre un réacteur dedans. À taille équivalente, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Ou alors un réacteur nucléaire. Tu vas pas mettre un réacteur nucléaire dans un sous-marin de poche, ça marche pas. Ou alors il faut vraiment une très grande poche. Bon, déjà il faut une très grande poche, d'accord. Alors, désolé, j'ai de nouveau mes poumons qui ont décidé qu'ils ont vu un pollen quelque part, et hop là. Alors, la Fédération y en est en marre de voir son expansion coloniale stoppée depuis plus de 15 ans par une ridicule planète de nounours mal dégrossis, décide de s'attaquer à quelque chose de plus gros. Ça, c'est donc le haut commandement Karlan, quelle brillante idée, qui fait les frais du changement de tactique. Les Karlan sont modérément enthousiastes. Bon, techniquement, je pourrais virer la phrase parce que les Karlan sont toujours modérément enthousiastes pour tout. Le Kepnes franchement fâché, l'opinion publique passablement abasourdie. Le pire, c'est que ça fonctionne. La Fédération des Hautes-Terres conquiert 4 colonies extérieures Karlan de faible importance économique en moins de 3 mois. Bon, je fais jeter une fois de plus du Kepnes, mais elle commence à avoir l'habitude.
Il me semble que les Ricains avaient fantasmé sur un chasseur à réaction nucléaire. Alors oui, il y a eu un prototype de B-36 qui embarquait un réacteur nucléaire. Quand je dis il y a eu un prototype, il y a eu très exactement un prototype. Alors, faut voir que le B-36 comme avion, c'était un truc qui se posait un peu là. Et je crois que c'est resté pendant très longtemps le plus gros avion du monde. C'était le prédécesseur du B-52. Et je crois qu'il n'était pas beaucoup plus petit que le B-52. Touk touk. Ça ne fonctionne pas très longtemps non plus. 4 ans après son commencement, la guerre prend des proportions inquiétantes. Une station Cardan se respire une magnifique de Dieu. Ouais. J'avais viré ça. J'avais pas viré ça. Il me semble que j'avais viré ça. Ok, là je suis un petit peu embêté parce que je vois repopper des choses que je pensais avoir effacées. Ce qui est un petit peu ennuyeux. Je vais juste vérifier où j'avais foutu. Non, pourtant c'est la version qui était sur Dropbox. Donc c'est la version sur laquelle j'avais travaillé la semaine passée. Mais là j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont en trop. Alors peut-être que j'ai oublié de sauver avant de fermer. Ça c'est possible, mais c'est pas... Voilà. Non, si tu veux, un chasseur à réaction, non. Un bombardier, oui, tu peux éventuellement commencer à envisager les choses. Mais un chasseur, c'est... Bon, alors, même les gros chasseurs, les machins soviétiques de 50 tonnes, non, tu vas quand même pas forcément mettre un truc nucléaire. Puis bon, le truc, c'est que un moteur nucléaire, ça peut se justifier avec des avions à hélice. Je sais pas trop comment tu arrives à jouer ça d'un point de vue technique avec un jet. Ça risque d'être un peu plus chaud à bricoler ce genre de choses. Bon, toujours est-il que pour en venir ici, la berre pour des proportions inquiétantes, pou, pou, pou. Alors c'est possible qu'ils y aient pensé, hein, parce que je veux dire, à l'époque de la guerre froide, un peu tout le monde a fait des prototypes débiles, y compris les Français. Mais je me demande si les Anglais n'avaient pas un prototype. Mais là encore, c'était la taille du bombardier. Parce que il y avait une conjonction d'époque où on avait plein de nouvelles technologies. On avait les jets, on avait le truc nucléaire, on avait les radars, on avait plein de trucs marrants. Et des fois, ils se sont dit, bah tiens, si on combinait tout le bazar. Mais typiquement, pour un chasseur, bah, les réacteurs nucléaires de l'époque, tu pouvais faire tenir le chasseur dans le réacteur nucléaire, mais le contraire, c'était pas trop possible, en fait. Alors, tac, un réacteur nucléaire, ça marche très bien, mais c'est nucléaire. Oui. Alors, il y a eu un... Alors, maintenant que j'y pense, il y a eu un prototype de bombardier nucléaire, mais complètement pété de la tête, qui était en fait propulsé par des explosions de bombes atomiques et qui balançait des bombes atomiques derrière. J'avais vu passer ça. C'était... Quand tu regardais passer le projet, t'étais là. Ah ouais, c'est une autre époque. Je vais juste regarder si je trouve... Nuclear Powered Aircraft sur Wikipédia, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc effectivement, il y a le NB-36 qui était le bombardier machin. Donc évidemment, les soviétiques ont essayé de faire pareil avec un Tupolev 95. Et je crois que c'était le Project Pluto. Je crois. Je crois que c'était le projet Pluto, mais qui était vraiment une dinguerie level ultimate, quoi. C'était... Mais là, tu vois, c'est le genre de truc, tu emploies ça dans le cadre d'un conflit nucléaire. Donc quelque part, que le moteur soit nucléaire et que l'avion finisse par tomber... Voilà, bah tant pis, c'est dommage, il y avait quoi en dessous, l'Union soviétique? Ah bah c'est pas grave. Voilà.
Et de toute façon, je soupçonne que si un machin comme ça est déployé, à partir du moment où il tombe, il va pas probablement faire beaucoup plus de dégâts qu'il y en avait avant. Alors, tout, oui, parce que là arrive, toc, toc, ça fonctionne, oui. Parvenir à cesser le feu. Pour que le premier contingent de la force d'interposition puisse être déployé. Surnommé par la suite Death Stop Division, marque le mot stratégie. Il y a trop de blagues, tu la blague. Consistant à coller en face des protagonistes des gens encore plus malades et plus puissants qu'eux. Les compagnons, petite journée avant que soit signe une trêve et un retrait des forces en présence. Ça n'empêcha pas la guerre de continuer 2 mois plus tard sur nos planètes et sur un ton un peu plus correct, mais le cœur n'y est plus, le front se stabilise en courant de l'année. Les deux parties finissent par signer un cessez-le-feu. Tac, 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 voilà. Alors ça, typiquement, boum boum. Ça c'est plus compliqué que ça. Et j'ai encore raté la majuscule. La l'air. Alors il me manque un sujet surnommé. Alors ouais, j'arrive, je reviens. Pop pop pop. Alors, tac tac. Surnommé par là. Ah oui. Cette intervention marque l'avènement stratégique conseil. Ok. Merci Naresk. Alors. Et ça, on en a foutu. Hop là, boum. Boum, boum, boum. Alors, on fout les... liste à puce, pof. C'est comme les cartes à puce, mais avec des listes. Alors, donc... Ah oui, alors je m'étais arrêté par là, parce que il y avait toute cette partie interlude dont je ne savais pas vraiment quoi faire. Est-ce que ça... Ok, ça c'est des éléments qui sont dans Tigre Volant 3, qui étaient à peu près dans toutes les versions précédentes. Des trucs comme The Web, des trucs comme L'Autre Voie, etc. Et je suis pas sûr du tout que j'ai envie de les garder pour la version 2. Donc comme cette section de l'historique parle beaucoup de ces trucs-là, je vais très probablement les dégager purement et simplement. À part peut-être il y a des éléments, il y a des trucs sur la GMS. Idéalement, ça serait bien de pouvoir les poser plein de tac tac. Hop. Important, mais ça reste plutôt seconde. C'est même pas important. La GMS, oui, ça a son importance. Le reste, on en discutait l'autre fois, je me demande si c'était la fois passée ou la fois d'avant, et on était arrivé à la... Il n'y a pas les PJ pour faire pareil. Oui, non, enfin pas à ce niveau-là, enfin...
Ok, la plupart des PJ ont une capacité à développer de l'entropie exotherme de façon assez impressionnante, mais ça reste localisé. Euh, c'est pas... Ça va pas tracer une planète, hein. C'était la fois d'avant. Ouais, oui, ce sont des éléments intéressants dans les modules plus tard. Oui, et peut-être même encore, ça fait partie des choses... disons que ça fait partie des éléments du contexte de Tigre Volant que j'ai très peu développé et que j'ai pas forcément envie de développer. Les miens ont décidé de s'appeler les Margoulins. Oui, 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 ouais, non, tout à fait. Non, mais ça colle assez bien, hein. Je veux dire... après, ça a fait penser un petit peu à la division Red Arrow du groupe de joueurs d'Antoine. Normalement, c'était les joueurs à Cyberpunk. Mais c'était leur plan avait tendance, c'était plan flèche rouge parce que de toute façon, à un moment donné, quelqu'un va rater son jet de discrétion, donc autant défoncer tout de suite. C'est marrant parce que récemment, j'ai vu sur, je crois que c'était sur Blue Sky, Padre Pio qui disait que ses joueurs avaient développé le concept d'infiltration en force et de concept aussi de ninja berserk. Mon équipe avait appelé son réseau la mauvaise nouvelle, je vous laisse deviner. Oui, effectivement, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Alors, tout, alors, pouf, pouf, pouf. Donc c'est au début, on est au début de non, on est pop, pop, pop. C'est à peu près à cette période que la guilde de taille. Oui, je sais qu'il y a des typos du commerce. Commence. Ah oui, c'est beau la subtilité, oui. C'est beau, mais visiblement pour les joueurs, c'est beau, mais de loin. Commence à faire parler d'elle au niveau interstellaire. Commençant. Non, on va peut-être pas faire 4. Dans l'équipe, il y avait Décile, Malkiel Carlen et le Rowan Dalin. Ah oui, 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 les deux autres étaient encore moins. Ok. Alors en fait, à l'aune de... Parce que c'est quand même 3 personnages qu'on retrouve dans le roman Erdorin, Chronique de l'Arbre-Monde. Et en fait, dans ce contexte-là, c'est presque les plus calmes du tas, non? Enfin, j'entends... si on compare à Kyoshi, par exemple, hein, je voudrais pas faire du name and shame, mais quand même. Alors, commence à faire parler d'elle au niveau interstellaire. Pop, pop, pop. Ainsi, lorsque la GIC annonce, je viens de m'apercevoir qu'il y a deux phrases qui commençaient par ainsi qui suivaient avant. Parce que la GIC annonce l'implantation de sa première agence nationale, les gourdes des il ne faut pas entendre. D'autre part, pour que des... Tac, ça, on s'en fout. Allez. Rouse. C'est le décalage horaire, c'est bloqué, non. Alors pour moi, c'est pas bloqué, non. Je regarde un petit peu, non, visiblement ma caméra fonctionne à peu près correctement. Ça bloque. Alors ça, c'est peut-être une question de réseau. Je regarde un peu. Oui, je vois qu'effectivement, il y a le flux terminé. Ah bah d'accord. Non mais sympa. Sympa, sympa. Non mais ça m'arrange pas du tout en fait. Ça m'arrange d'autant plus que j'avais oublié de démarrer l'enregistrement. Là, j'ai l'air un peu con du coup. Non, non, là... Bon, hop, hop, hop. Ah mais t'es chiant. Modifier.
Bon. Ouais, YouTube vient de tomber en effet. Je sais pas trop. Alors, il n'est pas impossible que ce soit encore une fois une question de réseau. Je sais pas trop pourquoi. Euh, je suis un petit peu navré de la chose. Alors, on va voir si c'est des mondes qui va arriver sur Twitch. Alors, ça saccade aussi sur Twitch. Ah, parce que j'ai envie de créer des jeux. Bah, c'est ce que je suis en train de faire là, techniquement. En fait, créer, plutôt recréer le jeu. Enfin, réécrire le jeu. Parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est je suis en train de travailler sur une nouvelle version du jeu de rôle. Alors, touk touk. Donc là, j'ai relancé un petit peu le truc. J'espère que ça saccade sur Twitch. Ouais, je suis un petit peu navré du bidule, mais j'ai l'impression que c'est un souci de réseau. Et d'ailleurs, faut que je recontacte. J'avais fait venir un électricien pour poser des prises un peu partout, puis celle Fayonne qui fonctionne plus. Et je pense que ça fout la merde aussi à ça. Alors là, curieusement, sur des nouvelles idées pour d'autres jeux. Alors, déjà, j'ai déjà assez de mal à me motiver pour écrire celui-là. J'avais réussi à me motiver pour écrire Freak Squill, le jeu d'aventure, donc l'adaptation de la bande dessinée de Florent Boudou. Donc ça avait raisonnablement bien fonctionné. Maintenant, écrire d'autres trucs, j'ai pas trop. On va dire pas trop pour le moment. Là, je pense. Puis bon, je veux dire, Erdorin, c'est quand même mon univers à moi. C'est quand même l'univers que je trimballe dans la tête depuis plus de 40 ans. Donc voilà, c'est pas trop près de s'arrêter. Alors, ça n'empêche pas que de temps en temps je donne des coups de main aux copains, mais ça reste le plus souvent, on va dire, dans les trucs techniques que plutôt dans de la création pure. Ah, on a Psyché qui vient d'arriver sur Twitch. Alors, on a encore Bastia Lopez qui est sur YouTube, qui est un petit peu, je crois, le dernier survivant. Pour les autres, je suis vraiment navré de ce problème technique. Il va falloir que je fasse un petit peu à ça. C'est un petit peu le. Je suis en train de demander, de considérer si je vais pas passer par un prestataire qui permet de faire du multi-stream. C'est-à-dire que grosso modo, moi j'envoie un stream et c'est lui qui le redistribue derrière, au lieu que ça soit moi qui envoie un stream sur deux plateformes. Il faudrait que je regarde parce que malheureusement la plupart de ces trucs ont tendance à coûter. Comme je suis pas super enthousiaste à l'idée de dépenser beaucoup de pognon, j'ai pas trop les moyens ces temps-ci, donc voilà, faut que je fasse un peu attention. Euh, Après, je sais que j'avais bricolé des trucs sur la configuration, mais c'était sur l'ancien. Parce que là, je pense que je dois être toujours en Full HD, alors que depuis le portable, j'avais configuré pour que ça soit en 720p. Victor qui vient de revenir. Donc là, visiblement, sur YouTube, c'est revenu. Je sais pas trop comment, pourquoi, mais c'est revenu. C'est. Des fois, je découvre. Alors, comme je disais, je stream depuis pas si longtemps que ça, et pas beaucoup non plus. Donc, il y a des fois où je découvre des trucs. Il y a des choses qui pop comme ça. Voilà. Je suis navré si vous êtes en train d'essuyer les plâtres, mais voilà, c'est un petit peu le souci de la chose. Alors, ou alors je m'étais arrêté sur la frontière, alors avec une jolie citation de Q5 qui va dégager aussi. C'est marrant, Q5, j'en ai réentendu parler il n'y a pas très longtemps. Et rebonsoir, cousin d'Alès qui vient également d'arriver sur Twitch. Donc Q5 qui était un groupe de hard rock dans les années 80,
qui est assez connu parce que son guitariste, qui s'appelle Floyd Rose, avait réussi à développer une technologie pour faire pour faire un certain truc à la guitare. Je ne sais plus exactement ce que c'est, mais visiblement ça a été le premier à développer ce bidule. Et c'est maintenant quelque chose qui est utilisé par pas mal de musiciens. Le groupe avait sorti 2 albums dans les années 80, un troisième en 2010, quelque chose comme ça, genre 30 ans après on se reforme parce que lol. Et puis voilà, j'avais en tout cas eu un qui m'avait pas mal impressionné, même si c'est vraiment du hard FM assez classique. Mais c'était les années 80, j'aimais bien ça. Et puis on avait sorti un avant, dont je ne suis pas sûr que je l'avais. Et puis ils en ont sorti un après, là par contre je suis certain que celui de 2012 je l'ai pas. Après, mes goûts musicaux en matière de... T'as pas oublié Saga? Bah non, personne ne peut oublier Saga. La Saga dans les... Saga, ça a été un des premiers... un de mes premiers groupes de chœur, on va dire, dans les années 80, d'autant qu'ils avaient fait un truc assez particulier, leurs 4 premiers albums. Alors déjà, les pochettes avaient vraiment un look super SF. Sur la vignette de ton émission de demain, on dirait que là, un anti-titre unboxing, machin, oui. Keia, j'ai fait une bêtise. Et puis en fait, ils avaient fait un truc Saga sur leurs 4 premiers albums. Chaque album, il y avait 2 morceaux qui étaient des parties, mais elles étaient complètement mélangées. Mais si tu les recomposais, par exemple, typiquement avec une cassette, parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque, t'avais un album de Saga avec une sorte de concept qui était marrant. Alors, là, t'es en train de me dire quelque chose par rapport à ma vignette de demain. Là, t'es en train de me... diffusion en direct. Toc toc. Ah ouais. Alors, c'est pour ça, en fait. C'est pour ça. Cet abruti vient de lancer le stream de demain. C'est malin. Bon, va falloir que je fasse de la poutre, hein. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, Victor. Hein, en fait, quand il a repris le stream, il a repris celui qui était programmé normalement demain à 20h. À 21h. Donc, ouais, c'est super. Bravo du compte. Et tu me fais vraiment plaisir, là. Là, il me dit même plus que c'était... Voilà, c'est bien en direct à 11h. Bref, il va falloir que je refasse ça. Bon, Grumble. Évidemment, j'ai posé sur Facebook un événement et il va falloir que je refasse le lien. Bon, voilà. Ça sera pour plus tard. Alors, on va revenir à ce truc-là. Alors là, on arrive sur un moment assez rigolo dans l'IMP. Là, on arrive un petit peu plus proche, et ça, commence à rentrer dans les événements qui, l'air de rien, ont un impact assez majeur sur les choses qui se passent en 2300. Donc là, on commence vers la fin du 22e siècle, début du 23e. Alors, dans un monde où le terme frontière est synonyme de bordel invraisemblable, on peut se demander ce qui a bien pu pousser les Raiders à venir envers quelques planètes, à grandir l'Empire. C'est la raison facile, mais ce sont aussi des mondes qui offrent un niveau technologique et un faible niveau de défense. Enfin, pour montrer au reste de la sphère que la mission civilisation Raider peut transformer la planète la plus espérante de la galaxie en quelque chose de décent. Oui, enfin ça c'est la théorie. La Fédération conquiert d'abord une planète mineure et à sa suite plusieurs ceintures d'astéroïdes, colonies minières privées et autres planètes d'importance ridicule. Cette stratégie aurait très bien pu fonctionner jusqu'à l'invasion de Trian, troisième planète, la plus riche de la Fédération des États à la frontière, qui sonne le réveil des troupes. Donc l'invasion de Trian, si mes souvenirs, c'est ça, 2210... non, 9. Alors encore, ce paragraphe introductif, il est intéressant. Hein, c'est pas déconnant d'avoir ça là, dans le cadre d'un chapitre historique classique. Dans le cadre du nouvel historique, il est peut-être pas forcément nécessaire. Disons que là, on est dans une explication qui est plutôt géopolitique et qui a peut-être, si on veut rester sur un historique
sur un chapitre historique pur pourrait tout à fait dégager. Alors la fédération, le moment où on va reparler du nucléaire. Oui, alors un petit instant, ça va arriver. Et là encore, c'est plus compliqué que ça. D'accord, la fédération conquiert, donc alors ça, toute cette partie conquiert des planètes mineures, plusieurs habitats, des planètes mineures, et plusieurs habitats, des habitats avec un Z, bien évidemment, c'est comme les avatars. Plusieurs habitats. Alors, on va réécrire ça de façon un peu plus... Personne ne moufte. Jusqu'à l'invasion. Moufte avec un M. Moufte jusqu'à l'invasion de Triane, troisième planète. La plus riche de... oui, pouf. Hop, et rapidement. Alors, Bastien, tu vas rire. Parce que oui, j'ai fait des romans. Enfin, des romans. Ok. J'ai fait un roman qui s'appelle Erdorine, Chronique de l'Arbre Monde, qui en fait théoriquement est une trilogie. Il y a déjà un volume qui est sorti, le deuxième qui est écrit aux 2/3, donc c'est quand même passablement avancé. Et puis... Et puis j'en ai écrit aussi un autre, mais qui est une fanfiction. Donc en fait, j'ai réussi à faire l'équivalent d'une fanfiction dans mon propre univers. Et d'ailleurs, Axel a refreeze. Comment ça, refreeze? Oui, oh là là, bon. C'est n'importe quoi. Je dis plus rien. Désolé les gens. Bon, bah si vous êtes encore sur... sur Twitter, ça va marcher. Sur Twitch, ça va marcher, mais... Parce que même moi, je suis plus sur Twitter. Et oui, t'as aussi commencé un roman dans l'univers de TV. Et en fait, dans le même univers alternatif qu'on appelle Alterdorine, qui est un... Sur Twitch, ça se passe bien. Bah oui, je sais pas pourquoi. Ce qui est assez fou, parce qu'en fait, sur Twitch, Twitch demande une bande passante beaucoup plus importante, demande un flux beaucoup plus important que sur YouTube. Donc c'est un peu oufti. Mais bon, à première vue, sur YouTube, ça a l'air d'être revenu. Je sais pas trop pourquoi. Alors, sachant que les romans Alterdorine se déroulent entre 2000... Enfin, à peu près dans notre monde modulo de 3 bidules, et plus ou moins à notre époque, modulo une dizaine d'années. Alors, on revient sur... J'en étais où là? J'en étais là. Alors, non. Tu reviens d'abord sur OBS, ensuite tu mets Word par-dessus. Voilà, dans le tuk-tuk. Se fait dans la panique et l'anarchie, et rapidement... Hop. Bon, alors, quelques interventions, c'est une notion de coalition mercenaire, la poussée à stabiliser, le conflit s'enlise, le Capmes qui a été complètement marginalisé dans l'histoire, la présidence de la FEF a oublié de signaler l'invasion, se venge en votant la reconnaissance de la nation roane. Oui, bon, on peut garder, je pense que je vais virer ça dans un deuxième temps, mais pour le moment, on peut garder ça, voilà. Les guerres corporatives, on peut se douter que l'idée d'avoir un des états les plus futouresques de la sphère, s'allier avec des pirates, des mercenaires et d'autres joyeux allumés amateurs de musique de sauvage, de bricolage suspect, de breuvage alcoolisé et d'armes lourdes n'a pas exactement soulevé l'enthousiasme, notamment au Capmes. Mais il faut croire qu'il y a, comme souvent, deux poids et deux mesures, ce qui est vrai pour la sphère ne l'est pas forcément pour la frontière, et réciproquement.
La communauté internationale nourrit de noirs soupçons envers ce genre de manœuvre, soupçons d'ailleurs condamnés en 2228 par le journal israélien World Finances. Une enquête révèle que la Dame de Fer a passé un accord avec la GIC permettant à cette dernière de faire transiter ses vaisseaux de commerce par la FEF sans crainte d'action de la part de l'aide. Si je ne peux pas reprendre ce roman, c'est parce que si je le fais, les gens qui attendent la suite des Champs de l'Os, voire la sortie de Singularité, vont faire la queue pour le tuer. Je te rassure, c'est déjà le cas. Et puis bon, après tout, tu ne peux mourir qu'une fois, enfin en théorie. Alors, d'autant... Alors, ce genre de découverte annonce des années agitées. Si les petites escarmouches entre FEF et FEF en compagnie de transport ont toujours fait la joie des chroniques faits divers, on passe à la chronique guerre majeure. Alors, c'est pas tout à fait vrai, comme je disais récemment. Enfin, j'ai peut-être pas dit au début, mais enfin, généralement, quand tu parles de guerre stellaire, les peuples stellaires ricanent. Parce que pour eux, la guerre stellaire, c'est un truc qui a duré 3000 ans. Qui s'est passé sur un fou trillon de planètes, enfin qui a fait plein de morts, machin, avec plein de gros vaisseaux dans tous les sens. Donc fondamentalement, les petites escarmouches avec 200 vaisseaux de chaque côté, ça fait un peu petit bras, quoi. Alors, il faudrait que je raccourcisse ça. Mais ça, je pense qu'on peut s'en passer là-dessus. Les noirs soupçons sont confirmés. Par une enquête qui révèle que un tueur de libre transit, plutôt, voilà. Avec la GIC, donc voilà, pouf. Ouais, la différence entre la première guerre du Golfe et la première guerre mondiale, oui, c'est un petit peu ça, Alors, selon découverte annonce des AG... Voilà. Salut Torb, bien le bonsoir, tu es grave à la bourre. Bah écoute, t'as pas raté grand chose sinon des problèmes techniques. Visiblement, ma bande passante a un petit peu du mal à gérer deux flux à la fois et YouTube est tombé en tout cas une fois. C'est pour ça qu'en fait, si t'es sur, t'es sur YouTube, tu vas voir arriver tu vas peut-être voir la vignette du stream de demain en fait. Parce que cet abruti en fait, quand le stream est tombé la première fois, il est reparti sur le stream de demain. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, toujours est-il que ici, pour le moment, on parle de JDR. Si tu viens pour l'émission musicale, malheureusement, c'est pas que t'es à la bourse, c'est que t'es très très en avance, en fait. Puisque ça sera demain à 9h. Mais si ça t'intéresse de discuter un petit peu, YouTube fait du caca étonnant. Alors YouTube fait du caca, mais pour d'autres raisons. Et à l'heure actuelle, j'ai même été déçu en bien par YouTube, qui a fait un truc plutôt bien. C'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient arrêter de monétiser les chaînes qui utilisaient de la voix IA. Enfin, pas mal de trucs en IA générative. Et voilà. Le fond musical te fait penser à du Merson Lake & Palmer. Alors c'est un groupe, je sais plus de quelle nationalité il est, je mettrai le lien dans la description de la rediff. C'est un groupe qui s'appelle Isma. Le morceau s'appelle Memoirs in Monochrome, il date de 2017. Et la raison pour laquelle je l'ai mis en musique de fond, alors bon, d'une part parce que je l'avais bien aimé à l'époque où je l'avais chroniqué,
mais aussi il est sous licence Creative Commons. Donc il n'y a, y a pas de problème de copyright. C'est du non commercial, je crois, partage à l'identique. Donc là, pour moi, de mon point de vue, ça me paraît tout à fait légit pour utiliser comme musique de fond. Je vais bien évidemment les créditer comme il se doit. Voilà, ISMA, c'est YSMA. Et on a Hamlet l'alphabet qui arrive en fin de live sûrement. Alors pas tout à fait en fin de live, j'avais pas vraiment tiré sur l'Ardif, bonsoir. Alors la rediff, au moins l'avantage avec l'Ardif, c'est que tu n'auras peut-être pas les coupures, parce qu'on a eu comme je disais, on a eu tout à l'heure pas mal de problèmes sur YouTube. On a le stream YouTube qui est tombé. C'est pour ça, en fait, là encore, Hamlet, si tu viens pour le stream musical, il est demain. C'est juste que cette andouille de YouTube, lorsque le stream est tombé une première fois, il est reparti sur le stream de demain, en fait, en utilisant le stream de demain. Donc, voilà. On est là, pour l'instant, c'est pas du Radio Erdorin, c'est du Erdorin 2300, donc qui est le jeu de rôle de science-fiction que je suis en train de réécrire. Donc, que j'avais écrit il y a fort longtemps, et maintenant je suis en train de retravailler sur les textes, notamment le texte de l'historique, pour bien condenser ça, pour essayer de faire un truc qui soit beaucoup plus accessible, pas avoir les gens qui startinent 25 pages d'historique, et puis sur les 25 pages, il y en a genre 24 où on parle de trucs qui va pas concerner leur PJ ou premier chef, donc c'est pas forcément super intéressant. T'es entouré de sales rôlistes, j'espère qu'ils prennent des douches quand même, et d'amateurs de musique aussi, oui, Ah ouais, t'avais suivi celui de la semaine passée, je me souvenais pas, mais ouais, ok, cool. Du coup, j'ai continué, comme je disais, je continue à écrire, là je suis un petit peu plus loin, là les guerres corporatives, on est dans les années 2230, dans ces eaux-là. Au fil des ans, la GIC et la Dame de Fer et plusieurs guilds entrent dans la danse. Ouais. L'enjeu, le contrôle du transport, la conséquence en est la plupart des starports de la frontière se transforment en forteresse. Population sous les séries intercorporatives, plusieurs planètes de paranoïaques, d'autres appellent surtout au tigre volant pour assurer les ravitaillements, le Cap Messin qui est très fort, là effectivement on mélange des trucs, vu le bordel général, le vide juridique et le manque de chaleur des États membres se contentent de refiler le bébé à la Croix-Rouge internationale. Celle-ci soutient le transport au tigre volant, suite à un appel d'offres qui restera dans les mémoires sous le nom de Miss à la Saint-Valentin, 5 assassinats, 3 kidnappings et une panne informatique. Voilà, tout va bien, mais tout va bien. Alors ça c'est le genre de truc que j'aime bien, mais là encore, si je veux vraiment être en mode Kill Your Darlings, c'est probablement des paragraphes qui vont pas rester ou pas rester sous cette forme. Parce que c'est plein, là c'est des trucs qui sont, genre on a 4-5 paragraphes de trucs qui, si vous voulez écrire des aventures dans le monde d'Erdorin, ça vous sert un peu à rien. Parce que ça se passe pas loin d'un siècle avant que les PJ ne débarquent. En tout cas, ouais. Ouais, dans les quelque chose comme 50-70 ans. Et oui, c'est rigolo, c'est plaisant tout ça. Mais en vrai, c'est pas très très important pour la conduite des parties. Alors là, pour l'instant, je vais Là, typiquement, je pense qu'on peut virer tout ça. Hop, plusieurs pas là. C'est le type de problème que j'ai avec la dernière version des Royaumes d'Acier. L'histoire est super détaillée, mais le présent, non. Bah oui, voilà. Alors, après, pour le présent, c'est clair qu'il y a d'autres parties du contexte qui seront là. Il y aura la description des nations, la description des peuples, la description des cultures, la description de tout un tas de trucs. Mais l'historique, alors traditionnellement, c'est un petit peu un truc qui est super... T'étais bien là avec un magnifique t-shirt d'une BD avec des elfes pansexuels. Ah oui, c'est vrai, maintenant je me souviens que c'était toi qui avais fait la remarque. C'est pas très courant d'avoir des gens qui reconnaissent ElfQuest, parce que c'est pas une BD qui est super connue en Europe, de façon générale, et surtout en France. Alors en France, elle avait connu dans les années 90 une traduction qui était absolument cataclysmique. Genre non seulement ils avaient traduit les noms, ce qui baissait l'âge cible d'environ 10 ans,
mais en plus ils avaient fait des flancs de traduction absolument colossales. Mon épouse qui s'est tapé qui a poussé le sacerdoce, c'est aussi une grande fan de la BD, en vrai on s'est connus plus ou moins comme ça. Elle avait poussé le sacerdoce jusqu'à lire la version française, elle s'était aperçue qu'il y avait des erreurs de traduction majeures, genre il se trompe dans le nom d'un personnage qui en plus est censé être mort à ce moment-là, enfin un cauchemar. Et puis ça a été retraduit récemment par une équipe de Marseillais, les éditions Snorgleux, qui ont fait visiblement un bien meilleur boulot. J'ai regretté d'ailleurs de ne pas avoir eu l'occasion de rendre visite, enfin de voir Wendy et Richard Pini, les auteurs, quand ils sont passés en France, c'était en 2019 je crois, quelque chose dans ces eaux-là. Je les avais déjà vus, cela dit, à l'époque j'avais des facilités de voyage, puisque mes parents travaillaient pour Swissair, j'avais des billets après extrêmement réduits, j'en avais profité un jour pour aller à Munich, pour voir Wendy et Richard Pini en dédicace. C'était en 91 dans ces eaux-là, 91-92. Tradition VF en général en BD, quand la VO française est catastrophique en général, surtout à l'époque. Ouais, alors là, ça avait été vraiment fait avec les coudes et peut-être pas forcément les coudes des traducteurs. Hein. C'était vraiment, vraiment tragique. Et typiquement, c'est le t-shirt avec lequel je me suis baladé dans la Japan, et puis j'ai personne qui m'a fait de remarques. Donc autant quand je me balade avec un t-shirt Hello the Boss, ou là j'ai pas de t-shirt Hello the Boss, j'ai un t-shirt Has Been Hotel. Là, tous les gens reconnaissent. Bon, maintenant, d'autant que la série est sortie, mais déjà avant. Mais alors ElfQuest, c'est un peu... Alors, mon épouse avait d'ailleurs fait un truc rigolo. Elle a fait le cosplay d'un personnage d'ElfQuest, elle a fait un cosplay de Lita. Et elle se baladait avec un panneau en disant: si vous reconnaissez le personnage, vous gagnez le chocolat suisse. Il n'y avait pas grand monde qui elle était intervenue avec beaucoup plus, avec beaucoup moins beaucoup plus de stock qu'elle ne pensait. Il n'y avait pas grand monde qui pas toujours tragique, les gardiens qu'on employait dans mes cours d'art plastique comme sur Stéphane. Watchmen, oui, bah oui. Mais ça, je pense que Watchmen, c'était assez clair que s'il se ratait sur cette trad, ça allait faire très très mal. Donc là, hop, d'autres en appel. Si tu traites le sens ça pourrait être assez plus compliqué que ça. Hop, c'est plus compliqué que ça. Tac, tac, tac. Il y a les Young Gods qui sont suisses, oui, tout à fait. C'est un des groupes suisses les plus connus. C'est pas mon préféré, mais principalement parce que je ne connais pas. C'est pas un de mes groupes de référence, les Young Gods. Je sais qu'ils viennent de sortir un album qui a une plutôt bonne réputation, donc je verrai peut-être pour essayer de m'intéresser au truc prochainement. J'ai mon collègue JC de Chronique en Images qui en a parlé récemment sur sa vidéo et sur son blog. Mais moi je dois dire que je ne les connais pas, et c'est marrant parce que c'est un groupe qui était déjà super connu à l'époque où j'étais à l'université, voire à l'époque de ma matu. Donc pour les Français, la matu c'est l'équivalent du bac en Suisse. Donc oui, effectivement, c'est un groupe qui a quand même une grosse histoire derrière lui. Au plus fort de ces guerres corporatives, Fédération des Hautes-Terres profite du chaos pour attaquer Présidium. En fait, c'est Prasidian. Oui, ça c'est marrant parce que j'ai retconné le truc. Il y a beaucoup de planètes extraterrestres qui avaient des noms qui sonnaient très terriens.
Et en fait, j'ai retconné le nom de Présidium en Prasidian, mais en disant que tous les terriens l'appelaient Présidium de toute façon, vu que c'est la capitale de la FEF. Hop, 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 hop. La coalition mercenaire. On voit. Sympa comme idée cosplay. Et effectivement, je caricature pour les traductions, on appelle la censure. La censure chez Lux, c'était du costaud. Alors, il y a des questions de censure, alors ça, c'est encore une autre histoire. Mais là, c'était vraiment du ratage. Parce que se tromper dans le nom d'un personnage, surtout, alors, pour les gens qui connaissent ElfQuest, le personnage qui était nommé, c'est normalement le personnage de Winnowill, qui est la grande méchante d'ElfQuest. Ils lui ont donné le nom de Rayek, qui était un personnage au tout début, qui était censé être mort au moment où on la voit apparaître. Merci, changer les noms les plus idiots des planètes, merci. Alors non, il y en a un certain nombre, oui, effectivement, mais en vrai, les planètes de la FEF, il y a une raison pour laquelle elles ont des noms débiles, c'est parce qu'en fait, c'est des noms de groupes de rock progressif. Irwish, typiquement, j'avais écrit une nouvelle qui s'appelait Irwish Terminal. Irwish, c'est le nom d'un groupe de rock progressif suisse. Dagaband aussi, alors pas Presidium, ni Prasidian d'ailleurs. Castarnac, il y a tout un tas de planètes que j'ai de la Fédération des États de la Frontière où je suis allé chercher. Bon, alors je suis allé vraiment chercher les noms de groupes les plus obscurs que je pouvais. C'était vraiment des trucs, genre je suis allé piocher dans le catalogue Muséa 1990, vraiment les trucs. Et ça ne dérange pas, non, ça clairement ça ne dérange pas. Je sais pas, t'as quoi comme exemple de nom de planète débile qu'il faudrait changer? Les planètes de Gustav Holst reprises par King Crimson. Oui, alors c'est pas le même genre. Et je sais par exemple que Roland C. Wagner, l'auteur de science-fiction français, avait réutilisé un certain nombre de noms de King Crimson pour certains de ses romans. Et la Terre, non. Ouais, c'est con comme... Qui appelle sa planète la Terre, je veux dire. Ok, tout le monde, mais... Boum, 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 boum. Tiens, t'as oublié le nom des planètes de Alors si ça se trouve, en fait, t'as tellement oublié les noms des débiles des planètes, c'est que, en fait, je les avais déjà changés. Alors effectivement, dans la version 2, ils avaient peut-être des noms débiles, mais... je suis à peu près certain que dans la 3, la plupart des noms vraiment éclatés au sol, c'est quelque chose que j'avais déjà regardé. Et typiquement, les noms des planètes les planètes qui ont des noms de terriens, si c'est pas des planètes terriennes, soit il y a une raison derrière, soit c'est un oubli de ma part. Alors il y a un exemple comme ça de bricolage un peu chelou. C'est pas une planète, c'est une ville. Il y a chez les Eldar, il y a la capitale planétaire de Ardania, qu'on appelle normalement Torren Ardanayan. Beaucoup de gens l'appellent Columbus, parce qu'à un moment donné, les Terriens l'ont renommé Columbus. Principalement parce que c'était des gros racistes qui étaient au pouvoir. Les gros racistes sont pas restés très très longtemps, mais le nom de la planète est resté probablement parce que beaucoup de terriens n'arrivaient pas à prononcer Torren Ardanayan. Ce qui paraît assez logique en fait quand on y pense. Alors, collection mercenaire, on voit le plus clair ou le plus obscur. On voit. C'est un présent. Parce que c'était pas prononçable. Oui, parce que Christopher Columbus, oui, donc comme j'ai dit, c'est des gros racistes. Donc ils se sont dit, c'est une nouvelle terre à découvrir. Alors, le fait qu'il y avait déjà à peu près
500 millions de personnes sur la Terre à découvrir, ce qui n'est pas un problème. Mais sauf que là, c'était, au lieu d'avoir des populations décimées par les épidémies, avec pas qu'un niveau technologique balèze, bah, les populations avaient suffisamment de niveau technologique pour avoir amené les gens là, déjà, depuis la Terre, donc 40 années-lumière. Excusez du peu, peut-être même un peu plus. Ordania, je crois que ça va être 50 ou 60. Bref, assez loin. Et puis, en plus, c'est une planète qui avait déjà des populations terriennes, notamment amérindiennes. Donc c'était vraiment un petit peu l'idée de dire on va conquérir cette terre de sauvages, et bah non, pas de bol, les sauvages, c'est eux qui ont le pouvoir. Et ils vont pas le lâcher comme ça. Mais le nom est resté. Alors, de nouveau, le Kepnes n'apprend l'affaire que 6 mois plus tard par les journaux, les mauvaises langues disant que c'était dans la page des sports. Alors ça, typiquement, c'est rigolo, mais ça sent son époque. Hein, parce que imaginez qu'il y ait toujours des journaux papier, surtout dans les cultures stellaires en 2300, peut-être pas. Peut-être pas. Alors, que par les médias, les venants disent... C'est une page hypernet ou un truc comme ça. Enfin bon, on va pas... Je vais pas forcément utiliser des termes technologiques comme ça, parce que ça a pas... Ça vieillit super mal. Ça vieillit aussi bien qu'une brique de lait ouvert, hein, c'est ce genre de truc. Tiens, lui, envoie. Alors, normalement, le Y, normalement, c'est bon, mais enfin bon, s'il veut un I, il aura un I. Que parler... Hop. Je peux t'inventer une pétée de bonnes raisons que les journaux papier existent toujours. Alors, le fait que les journaux papier existent toujours, oui. Le fait que ça existe dans les populations stellaires, dans les cultures stellaires, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ok, Bastien, tu parles de pourquoi est-ce que tu parles de planète interdite ta brique finie en fromage, c'est qu'un truc c'est sévèrement barré en nouilles. Bah, au bout d'un certain temps, ta brique de lait elle va se transformer en fromage pas bon. Ça, c'est une évidence. Ouais, alors, bah, tu parles à un Suisse, hein, je te rappelle. Hein, donc, si tu me dis que fromage pas bon, c'est un pléonasme, ça va pas le faire. Hein, on va... hop. Alors, bannir... Ah, tu l'avais vu il y a longtemps. Alors, je crois que j'ai vu des trucs. En fait, ça me paraît plus cohérent que ça existe chez les Atalen et les Eldar que sur Terre. Alors, non. Non, et là encore, l'affaire d'amour du papier. Oui, mais alors si tu veux parler sur l'amour du papier, moi je veux bien pour parler de choses telles que de la poésie ou des chroniques, mais pour des news, pour de l'information, c'est plutôt un truc. Déjà, je pense que peu de monde, en tout cas par exemple typiquement en République Eldarine, peu de monde vont s'informer de façon générale sur ces trucs-là. Oui, c'est kitsch, oui, effectivement, mais un film des années 50, en général, ça a toujours un petit côté kitsch, mais effectivement, il y a des trucs. Des estampes, bah oui, des estampes, bien évidemment, des estampes dans les chroniques, ça paraît évident. Mais, ouais, les films de SF, ça peut être une source de référence pour créer des jeux, oui, bien sûr. Alors là, dans le Erdorin, on a une blinde, hein, je veux dire, des références en film. Alors peut-être pas tant en film, je dirais que j'ai beaucoup de références plutôt en série, pas mal en BD, pas mal en bouquin. Pas tant que ça en film, même si bah, c'est clair, quand tu vois Star Wars A New Hope, plus ou moins quand il sort en salle, bon, moi c'était 1 an de distance, mais enfin pas loin, bah, c'est clair que ça marque un chouïa, hein, faut quand même pas rêver. Alors, touk, le Kepnes n'apprend pas de rubrique sport, l'organisation demande les gens. Alors.
Alors, là, il y a aussi un c'est plus compliqué que ça. Alors, la destruction de Presidium est une... Alors, ça va, c'est assez accueillant pour peu qu'on sache adopter un mental d'astéroïde pour en approcher. C'est du vécu, ça. Toc toc. Alors, là, il y aura peut-être un truc qu'il faudra que je vois, c'est si je décide de faire le début de Erdorin 2300 avant ou après la campagne du Panard. Parce que ça sera sans doute avant, parce que si c'est après, ça change pas mal de choses. En fait, la Terre a prouvé que si vous voulez détruire une planète à coup de bombe atomique, bah, c'est vachement difficile, en fait. Même, il y avait combien eu? Pas loin de 1000 impacts sur la Terre à la fin de la Troisième Guerre mondiale. Et ça a fait, ouais, on va dire peut-être 2 milliards de morts. Donc il en restait encore, ça peut-être un tiers ou un quart de la population. Donc voilà, c'est très... Et considéré, quand même finir ma phrase, par pas mal de monde comme étant fortement sujette à caution. Caution. Mais tous ceux qui ont essayé de s'en approcher, tous ceux c'est avec un S, ont été accueillis à coups de missile. Par la lame de fer. Bon, voilà, boum. Alors, l'estimation, c'est que l'arsenal nucléaire compris, ici sans doute pas. Non, bah, disons que le truc, c'est que je pense que si t'es vraiment très stratégique sur la manière dont tu fais péter tes bombes, tu as quand même des chances non nulles pour rendre la planète gravement inhabitable. Mais si tu bombardes un petit peu à la YOLO, ouais, ça va être quand même, il faut quand même beaucoup plus que ça. Alors... Oui, c'est ça, c'est que tu vas pour anéantir la vie en elle-même, non, mais tu vas anéantir une biosphère qui est capable de supporter la vie des humains, quoi. Ça, c'est des gros mammifères, enfin quasiment tous, sauf probablement les rats, les cafards, Michel Drucker, enfin ce genre de vermine qui crèvent pas, quoi. Alors, pouf pouf. Une citation. On parlait de Saga tout à l'heure. Hop, une citation de Saga. Au revoir. Ça venait de Don't Be Late pour ceux qui n'ont pas reconnu le texte ou qui n'ont pas eu le temps. Alors, on l'a dit, on le répète, même si on ne comprend pas toujours le pourquoi, il faut reconnaître Highlander un talent remarquable pour se faire haïr par tout le monde dans la sphère, au moins une fois, même par les Eldar. Quelques millénaires, on trouve des nouveaux trucs pour que les biologistes s'amusent. Alors, tu oublies un léger détail. Il faut qu'il y ait encore des biologistes. Hein. Poup, poup, poup. « 20 ans après l'affaire voici reparti sur le sentier dont on ne sait trop quoi ou juste, mais dans l'île Yatlani. Débarquement sur les satellites naturels des xénobiologistes, oui, ça c'est en admettant qu'il en existe, ce qui n'est pas encore garanti. Et alors là, on arrive sur un petit élément. Attends 2-3 millions d'années, tu auras un râteau-pneu scientifique. Oui, probablement. Ou un tardigrade géant, ou un truc comme ça, mais oui. Et là,
on arrive à un truc que les personnes qui ont lu, là encore, Erdogan, et encore, je suis pas sûr que ce soit... Je crois que je suis plus certain que c'était dans un des chapitres publiés, ça. Parce que la Black Op de la Fédération des Hautes Terres sur l'Istande, c'est vraiment un truc, enfin sur une des lunes de l'Istande, c'est un truc qui a l'air de rien, comme ça. C'est vraiment genre une footnote, ça restera probablement d'ailleurs comme une footnote dans le truc. Mais ça a une importance capitale dans le roman. Je vous dirai pas ce qu'ils sont allés chercher. Je vous dirai pas non plus qui est allé le chercher, mais ça a une importance assez majeure dans le roman. Je crois que il y a Axel, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que la narration où Michael Carlen en tant que cadet fait partie de l'expédition en question sur la ligne de l'Istante, ça y est, oui, Alicia s'en souvient. Alicia s'en souvient. Il me semble que c'est dans le livre 7, donc dans le deuxième livre du deuxième tome. Donc qui lui a déjà été publié. Je suis en train de travailler mollement, encore plus mollement que sur Derwin. Je suis en train de travailler mollement sur la troisième partie du deuxième livre. Alors, 20 ans après la fédération, hop. On parle de temps d'avoir surtout une Black Op, ensuite parce que le satellite en question, nonobstant sa position autour d'une planète d'importance majeure, est en lui-même totalement inintéressant. Enfin, parce que dans un premier temps, les forces de l'Église sont restées de façon un peu relouses. On en manquait au vu pop. Alors, je me rappelle très bien ce qu'ils sont allés chercher, ouais, hein, c'est plutôt qui, oui. Là encore, c'est des trucs, si vous avez envie de lire, enfin, si vous connaissez pas et que vous avez envie de les lire, ben, c'est des textes qui sont disponibles sous licence Creative Commons sur le site tigrevolant.org, également sur mon blog, également dans d'autres endroits comme Wattpad, etc. Il y a déjà pas mal à lire, hein, donc, et puis comme ça, si en plus vous débarquez derrière et dites « Ah, c'est vachement bien, je veux que tu continues », alors si vous trouvez que c'est vachement bien, et si vous avez envie que je continue aussi, parce que je ne vais pas non plus vous forcer, eh ben vous n'hésitez pas à le faire savoir. On peut aussi faire d'ailleurs à un moment donné une session d'écriture qui serait plutôt sur le roman que sur le truc. Alors, spoiler, je dis ça mais je connais rien de l'univers, donc bon voilà, c'est ça, exactement. Je sais ce qu'il te reste à faire. Tu crois deviner qui, d'accord, ok. Alors, pop. Alors ça, on va aussi le virer. Il n'y a plus calme, contrairement aux Zelda. Pop. Les ligues carrément. Alors. Dans TV, il y a un mythe, et je pose une question amusante, pourquoi les Eldar n'ont pas d'histoire? Oui, c'est de bonnes questions. Voilà. Alors, pour la deuxième million, et là ça n'engueule plus, le personnel est stoppé, le conflit continue sur un mode larvé pendant près de 8 ans, avant que la fédération ne quitte le système. Il faudra probablement que je revoie la durée de temps, parce que 8 ans, ça me paraît vraiment beaucoup. Pour une Black Ops, ça fait vraiment énorme. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, ni pourquoi. Voilà. Après son fleur de vacances avec les ligues, la Fédération des Hautes Terres revient à ses amours précédentes, la frontière. À cette époque, la Fédération des États à la frontière tente de remettre dehors l'ensemble des financé là par les 3 groupes mercenaires, ainsi que la GLC, qui a évidemment des arrière-pensées, technique évidemment plus subtile qu'il faut qu'on. Oui, mais en fait, voilà, mais ça c'est la tactique qui est déjà. Et là, il y a un problème, on va virer ça.
Après, ça va pas être bientôt, déjà que je l'hyper dans la Divine Comédie. Ah oui, d'accord, oui, Divine Comédie dedans, tu fais pendant le petit, là, je peux comprendre qu'effectivement, c'est pas trop fatigué. Pour l'instant, ça va, là, ça fait 1h30 que ça tourne. J'avais déjà fait un stream de 2 heures, donc ça me dérange pas. Par contre, si vous en avez un petit peu marre, n'hésitez pas à le lire, on peut aussi abréger. Là, on arrive... non, il y a encore un petit peu de monde, hein, mais un petit peu de pages, mais voilà, ça... Pou, 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 pou. Allez, 160% de participation et 85 résultats déclarés nuls sur 88 circonscriptions. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un joli score. On recommence l'année suivante. Alors là, tous les chiffres, c'est les fraudes massives, on n'a pas forcément envie de toc-toc. Fraudes massives, Alors. Voilà, on attaque les résultats valides. Allez dire candidat fédéraliste dans la frontière, donc pas de terre, et disponible pour l'alliance pour les 5. Ouais, alors là on arrive bientôt au bout là en fait, hein, maintenant l'air de rien, tac tac. Oui, alors ça, bam, là on a tout un tas de trucs, la sphère en 2 chaises, je vais tège ça mais d'une force. Toute cette partie là ne sert à rien. Horizon 2295, il faudra probablement que je revoie ça. Horizon 2290, boum, ça c'était toute une narration sur sur les 2000. Parce que là, si on commence en 2300, toutes les parties Horizon 2295, c'est un peu... C'est un peu inutile, disons-le. Alors, quatre masques le corps des explorateurs spatiaux, on veut te faire les c'est un truc pour tout ça. Hop. Ok. Alors. Combien le texte d'origine avait et maintenant? Alors, là, on est à 10 000 mots, 10 484 mots. Je vais ouvrir l'ancienne version. Elle était à... Évidemment, donne-moi le truc. Elle était à 19 000 mots. Donc là, on a quand même sabré la moitié. En gros. Donc là, on est en train d'arriver au bout. Il reste des trucs là. Alors là, Léon Toura, tac. Ça aussi, ça fait des trucs. Tac. Léon Toura. C'est bien. Ouais, non, c'est vraiment pas mal. On avance bien. Tac, Dangereuse Alliance. Donc ça, on va le mettre au niveau 2. Touk. Alors ça, il faut que j'ai des traumas d'historique de JDR à rallonge. Bah oui. Alors moi voilà. Royaume d'acier, si tu m'entends. Qui venait nous parler des royaumes d'acier il y a pas longtemps? Je crois que c'était toi, Nalesque, qui m'en... L5R 20e anniversaire, oui. Oui. C'était toi. Alors... Là, il y a des choses qu'il faudra, tout ça. Grand événement de la fin du siècle, on vers ce Kajar c'est une bande de missiles photoniques. Carrément un nouvel état. Galix stellaire.
Voilà, faudrait que je nettoie ça un peu plus. Voilà, c'est peut-être plus intéressant de laisser ça un peu plus, parce que là on arrive donc on va dire dans les 10 années qui précèdent le début de l'univers. Donc là il y a vraiment des choses qui sont un peu plus importantes. L'apparition de la Ligue stellaire, donc l'El-Kharaziri, qui est des anciennes planètes de l'Arlorian Tour qui ont été entre guillemets abandonnées. En fait, qui simplement ont coupé les communications avec pendant la guerre qui a marqué pendant la guerre civile qui a marqué la fin de la première guerre stellaire, et qui sont restés pendant 3000 ans sans contact avec le reste enfin presque sans contact avec le reste de la galaxie, avec le reste de l'espace connu. Et là, du coup, il y a une reprise de contact, mais disons que le truc, comme ils ont survécu face aux Karlan, qui sont toujours pour eux le grand ennemi, le voir venir des gens qui sont commandités par une organisation dans laquelle il y a des Karlan, c'est assez mal perçu. Enfin bref, ils ont un petit peu du mal à rentrer dans le rang. D'autant que ils ont une idée brillante, c'est de faire une alliance avec la Fédération des Hautes-Terres, et ça se passe très très mal. Pas forcément entièrement de leur faute non plus. Il y a une conjonction de quiproquos culturels et de magouilles diplomatiques qui font que le machin explose en vol avec pas mal de dégâts collatéraux. Il y a tous les événements sur Trian. Alors les événements sur Trian, c'est assez amusant parce que c'est des trucs que j'ai joué avec mes joueurs à l'époque, là encore il y a 30 ans quoi. Effectivement l'idée que la coalition mercenaire en fait trouve comme magouille de pousser justement à ce que la Ligue stellaire, donc l'El-Kharaziri, intervienne sur Trian, disent « Ah, mais il y a un nouveau belligérant, on peut faire intervenir la force d'interposition. » Et la force d'interposition débarque. Sauf que la Ligue stellaire n'a pas été vraiment bien prévenue. Donc du coup, ils se prennent... là où la Fédération des Hautes-Terres a dit « Ah oui, eux, on les connaît, on va pas les se friter, ils reculent de 2 km. » La Ligue stellaire, ils restent en première ligne et ils s'en prennent plein les dents. Et du coup, ils sont pas super copains. Donc ouais, la période d'intense activité paranormale, tempête de neige, apparition d'Elvis, etc. Ça c'est aussi un truc qui a fait partie il y a plein de trucs en fait qui viennent de mes campagnes, mais là encore je suis pas certain que c'est des choses qui vont rester dedans. Ça tient presque un peu de la private joke, pouf. Et puis bon là. Oui, bon, la Mystery Network aussi. Mystery Network, l'émission de la chaîne de télévision avec un S à l'envers, pour ceux qui ont la ref. Je pense que maintenant, je crois que plus personne ne va comprendre la blague. Mais ouais. Dangereuse Alliance, donc les principaux ignorés. Alors ça, c'est le truc qui a sa grosse importance en fait dans pas mal d'événements récents de l'univers d'Erdorin, c'est le retour des Principautés Unies. Donc les Principautés Unies, pour ceux qui n'avaient pas suivi au début, c'était une nation qui était voisine de la Fédération des États de la Frontière et qui a fini par intégrer la Fédération des États de la Frontière un petit peu parce que c'était ça ou la faillite. Mais du coup, là, il se reforme dans une forme, d'une certaine façon, plus nationaliste, plus proche des Atlani, en fait, avec une tradition militaire et machin bidule. Et puis il commence un petit peu à récupérer d'anciennes planètes qui étaient... Alors déjà, le fait qu'il y ait une sécession au sein de la Fédération des États de la Frontière, la FEF, ils apprécient pas vraiment du tout, d'autant qu'ils étaient un petit peu en train de se remettre en état. Et puis ça a des influences sur un certain nombre de trucs. Pour ceux qui ont joué la campagne Lupanar, il y a un épisode qui se déroule avec un climax qui passe totalement inaperçu, parce qu'au même moment, la station dans laquelle ils sont décide de rallier les Principautés Unies.
Idem avec le scénario que je fais souvent jouer en convention qui s'appelle Station Debout, qui est l'idée où les personnages se retrouvent avec un vaisseau tout cassé, une cargaison très encombrante et pas très légale sur une station qui est théoriquement une station neutre, qui pendant la nuit passe aux Principautés Unies et du coup ils doivent essayer d'éviter les nouveaux propriétaires qui peuvent être un chouïa plus taquins que les anciens. Donc là, il y a pas mal de trucs qui sont en fait plus importants par rapport au truc. Donc là, le et après, ben là on arrive à la fin. Ça, de toute façon, le et après va dégager, plus ou moins. Voilà, on va, tac. Bim. Une attaque sur Terpendré, tac tac tac. Oui, voilà. Bon, je commence à raccrocher les wagons entre eux, même si mon rendu final ressemble plus à un bateau qu'à un train. Oui, bah écoute, en même temps, je dirais que les trains qui ressemblent à des bateaux. Et après, Poutine et Trump deviennent des monstres mutants. Mais non, ils sont morts hein, depuis très longtemps. Hein. Trump l'un comme l'autre ont probablement été atomisés à la fin des années 80, début des années 90 pendant les guerres, pendant la Troisième Guerre mondiale et les différents chocs nucléaires qui ont ravagé l'hémisphère nord. Donc oui. Et puis honnêtement, s'ils veulent devenir des monstres mutants, on va les présenter à des Rohan et ça va très bien se passer. Très très bien. Voilà, en fait je pense que le fait qu'on arrive il y aura la paix, ça dépend de ta définition de paix, et je ne ferai pas de jeu de mots scato là-dessus. Mais disons que pour l'instant il y a une absence de conflit majeur, ce qui est déjà pas si mal. Ça sent pas bon. Oui, effectivement. Là encore, ça dépend ce que tu appelles une guerre. Plus de guerre pour le moment, oui. Pour citer le commandant Ivanova, no boom today, maybe boom tomorrow, always boom one day. Voilà, donc je pense que je vais arrêter gentiment ce live stream ici, puisque je suis un petit peu arrivé au bout de ce que je voulais faire déjà, ce qui est bien. Alors après, il faudra que je vois ce que je regarde. Il y a un empire dans un coin qui trouverait sympa de reprendre les amusements avec la Highlander. Ouh oui, il y en a plein, mais il y en a plein, il y en a plein partout. Encore que des empires, en vrai, il n'y en a pas tant. Hein. Et disons, généralement, ça rentre vraiment on arrive vraiment dans un truc où c'est beaucoup plus compliqué, où se hocher à armer, oui, c'est un petit oui, l'Elkaraziri, la Ligue Stellaire, même pas. Ils ont pas une tendance vraiment impériale. Ils ont pas un côté. Ils ont un côté. C'est une nation de survivants. C'est une putain de nation forteresse. Euh, ils étaient coincés entre les Karlan et rien. Ils ont réussi à survivre pendant 3000 ans sur des planètes qui étaient à peine terraformées. Voilà quoi. Chez moi, ça devenait les méchants elfes de l'espace, mais j'avais une révolution de palais. Oui, c'est tout à fait faisable, hein, mais je veux dire, dans mon esprit, il n'y a pas de.
il n'y a pas de risque premier de gros conflits dans l'univers d'Erdorin 2300. Il y a les Highlanders qui vont continuer à faire leur petit bricolage à base de magouilles politiques, diplomatiques et interventions militaires si besoin est, et qui ont vaguement un côté un peu impérial ou en tout cas colonialiste. On a l'Europe, absolument aucune velléité impériale, ils se sont retrouvés avec 5 planètes un peu par hasard, et ils sont en train de se demander si c'était pas une connerie. Il y a les États-Unis qui ont juste pas les moyens, mais voilà, c'est-à-dire ils sont à deux doigts de la faillite et pas forcément dans le bon sens. On a qui est-ce qu'on aurait d'autre la République Eldarine, à moins d'un changement majeur de gouvernement et d'un retour vers une Arlorian Tour pure et dure, ce qui est hautement improbable, non. Les Atlani sont aussi assez contents d'être dans leur coin sans trop de problèmes. Les Principautés Unies, peut-être, mais les Principautés Unies, ils cherchent surtout à se reconstituer face à la Fédération des États de la Frontière. Et c'est là encore, ils ont un peu le même playbook que la Fédération des Hautes-Terres, c'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher de planètes qui ont d'habitats, enfin de centres qui ont un petit peu la même culture qu'eux, un truc vraiment plus Atlano-Eldarine, avec tradition militaire, avec un truc un peu carré, pas de faire un état à la YOLO, quoi. Et c'est là où ils vont être plus intéressés. Mais je vais repasser en facecam. Hop, boum, voilà. Et puis les Karlan, les Karlan, ils sont en mode purement défensif, et la seule fois où ils font des actions offensives, c'est pour pouvoir renforcer un glacis défensif. Alors après, on pourrait avoir un truc avec les Karlan qui deviennent un petit peu comme la Russie est maintenant, à savoir prétendre faire du glacis défensif, mais en fait d'envahir des trucs à gauche et à droite. C'est peu probable, c'est pas impossible, mais c'est quand même peu probable. Les Karlan ont un autre ennemi. Oui, alors tu peux garder la majuscule, hein, parce que ça marche bien aussi. C'est... Voilà. Fait exprès, mais t'avais fait... C'est un petit peu quand ton orthographe se met en travers de ta blague. C'est un petit peu triste. Oui, il y a l'ennemi. Alors, c'est plus le même. C'est plus le même. Le lecteur aura corrigé de lui-même. Voilà. Alors, on va donc s'arrêter là. Si vous avez encore éventuellement rapidement une question, je peux y répondre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, par exemple sous les rediffs. Alors les rediffs, elles sont pas sur la chaîne Radio Erdorin, elles sont sur la chaîne Erdorin. Qui fait quoi et habillé comment? Oui, mais ça c'est quelque chose que tu dis au début et pas à la fin. Parce qu'enfin, à la fin, généralement, la réponse c'est en slip. S'il y a encore des slips. Et c'est même pas forcément le tien d'origine. Voilà, et en ce cas, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir été présent. Et puis, donc, on va se retrouver la semaine prochaine, de nouveau, jeudi, 21h, pour probablement un autre truc d'édition sur un autre texte. Merci à vous, passez une bonne soirée, et puis donc, pour les fans de musique, il y a un autre stream demain, vendredi, à 21h. Il faudra que je répare le lien du bidule, parce que... crétin. Mais voilà. À une prochaine, et puis bonne soirée à tous. Bye bye.